Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, l'hiver arrive et avec lui la saison Parcoursup parmi les filières qui ont un succès croissant depuis de nombreuses années, les études d'art et d'art appliqué. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Éric Chenal. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu anniversaire, celui de la loi de séparation de l'Église et de l'État, une loi qui résonne de bien des manières à l'école, évidemment en cours, notamment en cours de MC, mais aussi dès qu'on prononce le mot laïcité. Heure de la récré, spéciale Noël, toujours avec Emma. On va continuer avec des idées cadeaux. Et puis rendez-vous avec Célie Luton, notre libraire, pour ses conseils de lecture ambiance conte, pas forcément de Noël, avec 3 splendides albums. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Certaines écoles sont si célèbres qu'on les désigne par leur seule adresse. C'est le cas de celle que dirige l'invité du Grand Oral. Officiellement, elle s'appelle l'ENSAMA, pour École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Mais on la surnomme et on la connaît et reconnaît sous le nom Olivier de Serres. Et si nous avons invité son directeur, eh bien c'est parce que la saison de l'orientation et des salons s'ouvre pour les lycéens et que les études d'art sont en plein boom. Éric Chenal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous dirigez cet établissement. Boom des études d'art et d'arts appliqués, vous confirmez? Je confirme, effectivement. Fort taux de pression sur toutes les demandes et notamment sur les grandes écoles d'art appliquées parisiennes. Alors les grandes parisiennes, alors il y a vous, il y a Boulle, Dupéré-Estienne, alors qu'on appelle toutes, qui en fait s'appellent à chaque fois École nationale supérieure de quelque chose. Alors École supérieure pour les 3 autres et École nationale supérieure pour la nôtre. Voilà, École nationale supérieure pour la vôtre et on s'occupe particulièrement de design. Alors à 80% de design pour 20% de métiers d'art, c'est une école qui est ancienne, mais peut-être avez-vous prévu de m'en parler un petit peu plus tard. Je vais vous demander l'histoire après. Je veux bien qu'on reste pour le moment sur la notion de différence qui peut être très importante à poser entre les arts et les arts appliqués. Alors les arts, dans l'imaginaire collectif, les arts souvent les beaux-arts. Exactement. Nous, on a l'habitude de dire que les beaux-arts, c'est l'art pour les musées, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif. Nous concevons l'art pour tous les jours, pour le quotidien. Et il y a quelqu'un de très important chez nous qui s'appelait Jacques Viennot, qui surtout a voulu mettre l'humain au cœur de ce que l'on concevait en termes d'art. Donc ça passe par des enseignements. Donc ça passe par des enseignements où systématiquement, en tous les cas, lorsqu'on traite un sujet de design, on considère l'humain, on considère la problématique humaine et ensuite on développe un projet. Mais le design... On ne part pas du besoin technique, on part pas je ne sais pas moi, sur une logique de production de valeur, de croissance. Fortiori aujourd'hui, c'est-à-dire que notre grand pays a connu sans doute les meilleurs ingénieurs qui soient, c'était l'ère des ingénieurs, ensuite on a eu l'ère des managers, je crois qu'avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'ère des créateurs qui doit s'imposer, c'est ce que nous essayons l'ère des designers qui doit s'imposer, y compris dans les instances de décision. Différence entre art et arts appliqués. Deuxième grande différence à laquelle on est confronté quand on réfléchit à ce genre d'études, il y a des écoles publiques d'extrêmement bonne qualité, la vôtre en est une, mais il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Il y a une pression croissante, vous l'avez dit vous-même, et donc parfois on peut être tenté de se diriger vers le privé, public-privé, complémentarité, guerre. Alors, guerre, je ne pense pas, parce qu'il y a une telle pression que je pense que les écoles n'ont pas besoin de faire de concurrence. Je pense que nos objectifs ne sont pas systématiquement les mêmes. Je soulignerai la spécificité française qui rejoint certaines de nos spécificités culturelles. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un pays qui a des écoles de haut niveau en design et en métiers d'art gratuites. Donc, dans le cadre de l'enseignement public, par l'éducation nationale comme par le ministère de la Culture. On peut citer aussi les arts déco qui font du design. Ou l'École nationale supérieure de création industrielle, ou les ateliers, qui est une école assez formidable. De création assez récente, je sais pas quoi, 35 ans j'imagine. 35 ans, oui, tout à fait. Donc ce sont aussi des partenaires avec lesquels nous travaillons souvent, avec lesquels nous échangeons. Donc c'est quand même une spécificité nationale. Spécificité nationale parce que, alors si je suis tenté d'aller regarder à l'étranger, éventuellement j'irai en Belgique, où ça coûte pas cher et il y a beaucoup de Français. Mais si je veux aller en Angleterre... la Sainte-Martins de Londres, je pense qu'on est sur un budget qui est supérieur à 30 000 € l'année. Et on y passe 5 ans. Un peu grossier de parler d'argent, voilà. Sur Eindhoven, sur l'Académie de design d'Eindhoven, c'est aussi assez coûteux. C'est pas ces prix-là, mais tout de même. L'ECAL à Genève, c'est pareil. Ce sont de grandes références scolaires à l'étranger, mais qui coûtent excessivement cher. Voilà, et nous, on a une très belle offre publique. Et pas seulement sur Paris, c'est-à-dire que nous maillons le territoire, c'est-à-dire qu'il y a aussi des établissements d'art appliqué partout dans toutes les métropoles françaises et dans toutes les régions. Avec une pression, je le disais, et vous le confirmiez, croissante, et beaucoup d'élèves qui... Est-ce qu'on est obligé de faire une prépa? Est-ce qu'on est obligé de... Non. Alors, vous le savez, le cursus a été changé. Aujourd'hui, nous parlons de DNMAT, c'est-à-dire qu'on est tout de suite dans un grade licence, alors qu'auparavant, nous n'étions pas réformés depuis très longtemps et on passait par une MANA, souvent une mise à niveau d'art appliqué. Mise à niveau d'art appliqué, avant d'intégrer le BTS Design, etc., etc. Donc aujourd'hui, non, on rentre en post-bac, aucune prépa n'est imposée. On ne demande absolument pas d'avoir fait une prépa privée et les prépas publiques n'existent pas. Nous prenons les élèves en post-bac, point barre.
Et en vrai, vous ne constatez pas qu'une majorité d'entre eux ont malgré tout fait une prépa, alors même que ça n'est pas imposé? Non, pas une majorité. Les Mais prépas coûtent cher. Oui, les prépas coûtent cher. Donc nous, il faut. Mais la question se pose quand on est parent. Oui, la question on veut donner des chances à ses enfants quand même. Bien évidemment. Et puis ce sont des métiers passion, souvent. Oui, ce sont des métiers passion et c'est des métiers découvertes aussi. C'est-à-dire que certains viennent pour faire du design et ils découvrent ce que c'est que le design. Ils découvrent ce que c'est que le design. Mais donc raison de plus pour faire une prépa éventuellement, pour se confronter un petit peu à la chose, parce que. Eh bien, disons que s'il y avait des prépas gratuites, pourquoi pas. Mais parce que la prépa commence à être sur plusieurs milliers d'euros, c'est quelque chose qui se réfléchit. Or, nous avons quand même un système d'information. Nous avons des journées d'immersion dans nos écoles pour expliquer ce qu'est le design ou tel métier d'art. Nous avons aussi des portes ouvertes qui sont vraiment très édifiantes sur ce que nous serons et sur ce que feront les élèves. Donc je pense que déjà on peut avoir une bonne idée. Tout ça, on est un petit peu obligé d'en passer par là pour rédiger son dossier de candidature dans Parcoursup et notamment sa lettre. Parce que j'imagine que quand vous les lisez, vous vous rendez bien compte si les candidats savent un peu où ils mettent les pieds. Et il y a ça. Bon, nous veillons au bon niveau scolaire de façon très générale. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas. Il y a une note minimale où vous ne regardez pas? Non, si. En vrai, en vrai, nous, si vous voulez, sur l'ENSAMA. Là, je veux autrement. Tu vois, je vais arrêter avec le seul directeur. Eric. On a 16 000. Personne n'écoute, personne ne regarde. En vrai. En vrai, nous, sur l'ENSAMA, nous avons 16 000 demandes. Bon, donc vous ne lisez pas les 16 000. Pour 220 places. Il y en a 13 500. Nous lisons les 13 500. Non. Nous lisons les 13 500 sur l'ENSAMA. On y travaille. On n'a à ce jour aucun algorithme, rien qui est crème ou quoi aux caisses. Mais dans la majorité des cas, nous recrutons quand même des élèves qui ont un solide parcours scolaire, qui ont de bonnes notes au baccalauréat. Mais on tient à vérifier absolument à ce qu'il y ait une forme de motivation, à ce qu'il y ait un projet derrière, pour que quelqu'un ne vienne pas par erreur. Donc vous allez récupérer un candidat pépite qui n'est pas forcément hyper académique en termes de résultats, mais tout à fait. Par exemple, dans la lettre, dénotera quelque chose. Et notamment des élèves qui viennent de parcours professionnels pré-bac, qui ont fait notamment des parcours professionnels dans les domaines de métiers d'art, qui sont intéressés soit pour poursuivre en DN Maths sur un métier d'art ou sur des filières plus design. Et ceux-là, vous allez les prendre. Et ceux-là, nous allons les prendre, bien évidemment. C'est un peu comme chez Alexandre Dumas, les 3 mousquetaires des écoles d'arts appliqués parisiennes sont 4, Boulle, Dupéré, Estienne et donc Olivier de Serres. Suite de notre entretien avec le directeur d'Olivier de Serres, Eric Chenal, ce sera après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, nous sommes le 9 décembre. Bonjour Emma. Bonjour Emmanuel. Et le 9 décembre 1905 est le jour où la loi de séparation de l'Église et de l'État a été promulguée. Oui, une des lois les plus importantes du XXe siècle en France, adoptée par 341 voix contre 233, après 320 amendements. La République assure la liberté de conscience, elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Voilà résumé les 2 premiers articles de cette loi que l'on fait bien sûr étudier aux élèves en première au lycée. Je l'ai lu dans les livres d'histoire. Et encore aujourd'hui, c'est une loi qui reste une exception française. C'est comme les écoles d'arts appliquées gratuites. Mais oui, parce que interdire tout rôle officiel de l'Église dans la société civile, très peu d'autres pays européens l'ont fait. En Europe, en plus de la France, on compte la Belgique et le Portugal. Mais sinon, tous accordent une place à la religion dans les institutions publiques. Cette loi, elle n'arrive évidemment pas du tout par hasard. Ça fait des années que la question des rapports entre l'Église et de l'État fait débat. Mais oui, cette question de la laïcité plane un peu depuis la Révolution et ses idées anticléricales. Une première séparation de l'Église et de l'État a d'ailleurs été instaurée en 1794, mais elle a pris fin avec le Concordat de Napoléon Ier en 1801. Le Concordat, c'est l'accord signé entre Napoléon et le pape Pie VII pour réconcilier l'Église et l'État après la Révolution. Le catholicisme est reconnu comme la religion majoritaire du pays, mais ce n'est plus la religion d'État. Et puis enfin, depuis 1870, on est sous le régime de la Troisième République et une des valeurs fondamentales de ce nouveau régime, pour beaucoup de députés, c'est la laïcité. On a notre petite exception alsacienne, mais on précise quand même que le gouvernement de l'époque décide donc de préparer une loi pour achever au fond la laïcisation de la société française. On est un siècle après la Révolution. Absolument. La loi est portée par le député Aristide Briand. Plus d'un siècle, d'ailleurs, je dis des sottises. Plus d'un siècle, 25 ans, oui. La tâche est lourde, les débats sont très compliqués, il faut convaincre sans froisser personne. La droite catholique est bien sûr farouchement contre, et puis parmi ceux qui y sont favorables, il y a même des députés d'extrême gauche qui veulent frapper un grand coup. Un député, par exemple, ça m'a marqué cette anecdote, a par exemple proposé que Notre-Dame de Paris devienne une salle de spectacle. Donc dans ces 2 extrêmes, il s'agit pour Aristide Briand de trouver un équilibre. Ce qu'il veut, ce n'est pas une rupture entre l'Église et l'État, mais une transition. Toujours est-il que presque 9 mois après le début des débats, l'Assemblée nationale adopte définitivement le texte. Encore faut-il appliquer cette loi, ce texte qui vient d'être promulgué, et ça va pas être évident non plus. Ah non, ça va être très compliqué au début. Déjà, dès 1906, le pape
Pie X condamne cette loi, ce qui provoque la résistance des catholiques. Et puis surtout, maintenant que la loi a été promulguée, il faut faire l'inventaire des biens de l'Église. Et ça ne se passe pas du tout toujours bien. De nombreuses manifestations ont lieu en France, dans le Nord, en Vendée, en Bretagne. Une mission d'inventaire tourne même au drame à Beauchep dans le Nord. Un homme est tué et l'État est obligé d'apaiser les choses et la mission d'inventaire est arrêtée. Je disais que l'Anti-Sèche, cette rubrique, c'est la façon dont l'actualité résonne à l'école. C'est pas que dans les programmes, la loi de 1905, puisque l'école elle-même, elle s'est emparée du sujet de la laïcité, notamment à partir des années 80. Tout à fait, la question de la laïcité à l'école et dans les lieux publics se pose de façon récurrente. Et puis depuis une loi de 2004, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit à l'école. Mais on voit encore aujourd'hui dans l'actualité à quel point ce sujet est sensible. 720 signalements d'atteinte au principe de laïcité ont été recensés au mois d'octobre dans les collèges et les lycées. C'est plus du double par rapport au mois de septembre. Ces données sont désormais rendues publiques tous les mois par le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Merci beaucoup, Emma. Et je vous recommande alors, soit la lecture, soit vous pouvez regarder. Il y avait un feuilleton qui s'appelait Au plaisir de Dieu, qui était tiré de l'œuvre de Jean d'Ormesson, oui, et qui raconte justement toute cette époque-là et les lois de 1905 et les combats physiques, y compris extrêmement farouches, qu'il y a pu avoir à l'époque. Ah, mais ça a été très violent, tout à fait. Réécrire l'histoire de ces lois de 1905, ça n'a pas été évident. Merci beaucoup, Emma. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Ce sera Noël. Ça sera Noël. Génial. Grand oral. Avec Eric Chenal, c'est Noël tout le temps, vous allez voir. Former des créateurs conscients des enjeux et qui sauront répondre aux nouveaux défis du siècle, tel est le projet majeur de l'ENSAMA, Olivier de Serres, dont le directeur Eric Chenal est invité du Grand Oral. Chose promise, chose due, Olivier de Serres, je disais une très longue histoire. C'était pas du tout Olivier de Serres au début d'ailleurs, c'est l'adresse. Non. C'est devenu l'adresse bien plus tard. Olivier de Serres. Ouais. Alors j'ai même remonté avant la fondation que tout le monde connaît, qui était en fait Olivier de Serres. On dit que traditionnellement c'est l'héritière de l'école des arts appliqués à l'industrie et de l'école des métiers d'art. Et de l'école des métiers d'art. Donc la première est née en 22, l'école des métiers d'art est née en 41 dans un très bel hôtel, l'hôtel de Salé, donc le musée Picasso aujourd'hui. Mais avant encore l'école des arts appliqués. Il y avait en 1882 l'école de dessin, l'école supérieure de dessin et de modelage, donc dès 1882, où on sent bien qu'il commence à se passer des choses quand même avec Art and Craft en Angleterre, avec quelque chose qui n'est pas encore le Bauhaus, mais qui le deviendra 20 ans plus tard en Allemagne. Et donc il faut absolument que la France, bien sûr, ne reste pas à la traîne de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne. Donc est créée cette école qui devient en 1922 l'école des arts appliqués à l'industrie. J'évoquais tout à l'heure Jacques Viennot, qui a été professeur à l'école des arts appliqués à l'industrie, qui va être le premier à fournir le traité d'esthétique industrielle, et donc est né à ce moment-là le design en France. Éric, cette histoire du design en France, elle est trompeuse aussi, parce que on le raconte beaucoup en partant du dessin industriel. Et donc pendant très longtemps, d'ailleurs, les formations qui menaient étaient des formations techniques. Aujourd'hui, le designer, alors il peut lui arriver de dessiner ou de faire de la conception assistée par ordinateur, mais il fait bien d'autres choses. Est-ce que c'est un peu pénalisant cette image ? Alors, il fait bien d'autres choses, bien évidemment. Pénalisant, pas tout à fait. Nous, à l'ENSAMA, en tous les cas, on tient au dessin, au travail de la main, parce que c'est ce qui traverse notre histoire et ce qui traverse toutes nos filières, puisqu'on a la chance de couvrir à peu près tous les champs du design qui existent sur Olivier de Serres. Alors bien évidemment, aujourd'hui, le designer, c'est pas un dessinateur. Le designer, c'est quelqu'un qui a une posture, c'est quelqu'un qui, je le rappelle, et Viennot le dit dès 53, qui considère l'humain au milieu d'un projet et qui, à partir de là, va développer. Alors c'est vrai que dans notre imaginaire collectif français, le design, c'est le beau meuble que l'on va trouver ou la voiture qui est bien dessinée. On ne peut pas résumer le design à cela. Le design, c'est une utopie sociale, plus qu'un beau dessin. Alors bien évidemment, on tend vers le beau, mais en amont de cela, il y a quand même considérer ce qui va être utile, ce qui va être bon, ce qui va être meilleur pour l'humain. Je parle à l'ancien proviseur de lycée que vous avez été. Ouais. Vous avez notamment dirigé Carnot à Dijon, Camille Julien à Bordeaux, des grands lycées quand même. Avant, vous étiez à Presles, vous étiez également à Montbéliard à votre début de carrière. Quand on y est encore au lycée, on prend quoi comme option aujourd'hui pour avoir un dossier qui, dans les 13 500 que vous lisez scrupuleusement à l'ENSAMA, un dossier qui remonte un peu ? Eh bien, en tous les cas, nous avons même été interpellés parce que l'algorithme de Parcoursup était surpris par le fait que nous prenions beaucoup moins de spémat qu'ailleurs. En fait, on n'a pas de plan. C'est-à-dire que c'est vraiment l'étude de tous les dossiers. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Vous ne nous aidez pas, monsieur le directeur. Non, parce qu'effectivement, qu'on soit en espace, en produit, en graphisme, en numérique, en événement, en métier d'art, vous allez retrouver, et c'est ce qui fait la richesse de l'école, aussi bien des littéraires que des scientifiques. Donc à la limite, le plan, c'est justement d'apprendre chacun à écouter l'autre, Exactement, d'avoir une posture, effectivement, qui va être ouverte sur l'écoute, de montrer qu'on a des dispositions scolaires qui fait qu'on va rester sur un cursus très large au niveau des
connaissances et des apprentissages, mais on ne recrute pas plus de scientifiques que de littéraires, ça c'est très clair. On recherche des élèves qui sont passionnés, qui ont déjà une idée de ce que ça va être, et puis qui voient un petit peu plus loin simplement que la simple réussite notée, on va dire. Ce qui fait, entre autres, la réputation de votre école, c'est que l'insertion professionnelle, elle est quasiment garantie. Ils vont faire quoi à la sortie, vos élèves ? Eh bien, soit ils vont rentrer dans des grandes agences de design, c'est le cas souvent pour nos graphistes, pour nos designers produits, agences d'architecture d'intérieur aussi pour nos espaces, soit ils vont créer leur propre agence, ils commencent doucement comme auto-entrepreneurs. Nous avons la chance d'avoir un très fort partenariat avec de grandes maisons françaises, dans le luxe comme dans l'industrie. Donc, comme nous travaillons beaucoup avec elles, ils ont la chance de rentrer Il y a du pré-recrutement finalement. Il y a du pré-recrutement. Ils détectent. L'intérêt de nos cursus, c'est que dès que l'élève rentre dans une école comme la nôtre, il est mis en situation de projet. C'est-à-dire qu'on est sur un système pédagogique. Pédagogie de projet. Attention à l'humain. Et très vite, pas on fait semblant d'eux ou on aurait dit que. C'est très vite une vraie situation de projet qui est amenée par un partenaire économique. Et voilà. Et donc, on est mis dans un système professionnel très vite. Donc, tout le monde ne devient pas designer pour des trucs de luxe. Il y en a qui font de la BD après, non ? Il y en a qui font de la BD. Il n'y a pas que le luxe. On travaille aussi avec Beneteau, on travaille avec PSA, on travaille avec plein de grandes entreprises, Alstom bientôt. Margerin, Mézières. Et puis Moebius, quand même. Giraud. Voilà, aussi, trois très très grands de la bande dessinée qui sont passés par l'ENSAMA. Voilà, preuve qu'avec le design... Ça mène à tout. À condition d'en sortir. Non, je rigole. 20 000 élèves, toutes filières confondues dans le public, autant désormais dans le privé. Les écoles d'art et d'arts appliqués ont le vent en poupe en ce début de saison Parcoursup. On en parle dans la quotidienne avec Éric Chenal. On continue après la récré. Pam 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 pam. C'est Elle est trop contente. Emma, dans l'heure de la récré aujourd'hui, vous nous aidez une fois de plus à faire nos cadeaux de Noël. Vous avez apporté plein de belles choses. J'ai apporté plein de belles choses. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les plus petits, les 4, 5, 6, 7 ans, on va dire. Alors, on commence par le célèbre alphabet mobile Montessori. C'est Montessori, ça. Et juste là, voilà, exactement. Hop, donc vos enfants bienvenue, il y a écrit bienvenue. Bien. Ah, le I. Oh, j'ai perdu le I. Damned. Bienvenue sur la chaîne de l'éducation. Ça, c'est nous, TV, ça. évidemment. Ouais. Alors, cet alphabet mobile, donc c'est pour les enfants qui commencent à déchiffrer quelques lettres, ils veulent apprendre à lire. Et bien avec ce jeu, vos enfants vont pouvoir découvrir la lecture et l'écriture par les sens, comme le préconise la pédagogie Montessori. Vous allez pouvoir proposer un mot à votre enfant et il va apprendre à reconnaître les sons qui composent un mot pour ensuite le réécrire lui-même à l'aide de cet alphabet mobile. Alors le coffret contient 204 lettres, il y a les consonnes en bleu, les voyelles en rose et puis les digrammes, vous voyez, ch, et en vert. Les digrammes, vous savez, c'est 2 lettres qui forment un seul son. Ch. Moi aussi j'ai appris ça en travaillant cette chronique. Donc voilà, il est disponible partout. Vous aviez les digrammes. Oui, bien sûr. Évidemment, attends. Voilà, les digrammes. Donc voilà, vous le trouvez très facilement. Deuxième proposition, le jeu des petits jardiniers. Je le montre. Mais vous allez bien aimer ça, je suis sûre, Emmanuel. Je peux l'ouvrir, à partir de 4 ans, allez-y, bien sûr. Génial. Donc, le but, c'est très simple. On doit faire grandir ces plantations pour créer un beau potager. Vous allez peut-être galérer un petit peu quand même. Non, pas du tout. Il y a des cartes avec des outils. Exactement. Il y a des cartes très cartonnées qui permettent de faire pousser, par exemple, une carotte. Vous avez la vie de la carotte, là. Exactement. Voilà. Et on fait ça dans de la terre. Tout à fait. Il faut faire attention parce qu'il y a des petites plantes, des engrais, des petites pucerons, pardon, je retrouvais des pucerons. Des pucerons qui viennent grignoter les prévenir. Donc il faut faire attention. D'accord. C'est vraiment un jeu qui reconnecte les enfants à la nature, c'est pour leur apprendre à mieux connaître les fruits et les légumes et ça peut tout à fait se jouer en famille, il y a marqué de 5 à 99 ans. C'est du recyclé, ça. Tout à fait, c'est ça le petit plus pour les parents, c'est 100%. C'est écrit dessus, 100% recyclé. Exactement. Mais c'est écolo en plus. Et fabriqué en France. Madame. Pas mal. Extraordinaire. On continue. Alors ensuite, ça c'est mon préféré. Sympa pour les autres. On a du sable magique. Donc c'est 100% satisfaisant aussi pour les petits comme pour les grands. Donc c'est comme de la pâte à modeler, mais en fait c'est beaucoup plus modulable puisque c'est quand même une texture sable. Donc c'est super fluide et facile à modeler et ça colle pas aux doigts. Donc c'est fantastique, c'est top pour la concentration, pour développer sa créativité, c'est apaisant et ça permet de créer à l'infini. Donc gros coup de cœur pour celui-là. Il est lourd, il y a plein de sable magique dedans, regardez.
Je peux ouvrir? Franchement, on m'a dit qu'on ne pouvait pas ouvrir parce que après ça allait. Je viens de me prendre 3 semaines d'acouphènes. On va être dans le sable partout. Voilà. Et les derniers. Génial. Noël. Vous savez bien que j'adore les peluches. Oui, et les chiens. Noël sans peluches, mais comment c'est possible? Ah bah non. Donc, un petit chat et un petit chien, appuyez dessus. Montrez à la caméra, appuyez. Excellent, viens toi. C'est formidable. Ils sont trop mignons. Voilà, ça c'est la marque. Je le garde celui-là. Donc, ah oui, non mais ils sont trop mignons. Je vous l'offre, bien sûr. Voilà donc pour les idées de cadeaux de Noël. Et il y a encore plein de choses qui arrivent dans les prochaines. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Noël? Ouais. Emma, merci beaucoup. Éric Chenal, le Grand Oral, les études d'arts appliqués, essentiellement d'art un petit peu, mais surtout d'arts appliqués. Trop drôle. Il n'y a pas de concurrence à proprement parler entre les écoles publiques et privées, à part peut-être pour attirer les meilleurs élèves, explique-t-on du côté du ministère de la Culture, car le privé forme à des métiers précis, dans le design ou la mode par exemple, faisant appel à l'art, alors que le public, lui, vise à développer chez les étudiants des compétences artistiques et une réflexion plus large, utilisable dans différents secteurs professionnels. Je cite un extrait d'un article du Monde à l'occasion d'un rapport assez désagréable d'ailleurs de la Cour des comptes, plutôt sur les écoles d'art, sur les écoles d'arts appliqués. Vous êtes d'accord avec cette définition, cette opposition entre public et privé, ou ça se niche ailleurs? Non, non, absolument pas. Enfin, on ne peut pas dire que, pour ce qui nous concerne en tous les cas, les écoles d'art appliquées de l'éducation nationale et même celles de la culture ne forment que de façon généraliste. Nous sommes très pointus dans les diplômes que nous faisons la différence quand même entre des graphistes, des produits, des objets, des espaces, des numériques, etc., etc. Donc non, nos formations sont professionnalisantes. L'objectif est d'insérer professionnellement et je dois dire, ma foi, que nous y réussissons fort bien. On ne va pas revenir là-dessus. Non. Tout le monde, on a déjà cité des marques, on ne va pas en citer. Non. Quelles sont la saison des salons commence. Oui. Vous serez présent sur un certain nombre d'entre eux. Quelles sont les principales questions que vous posent les lycéennes, les lycéens? Et est-ce que les parents vous posent les mêmes questions que les enfants? Alors, celle que vous avez posée tout à l'heure, est-ce qu'il faut faire une prépa? Ça, c'est la première systématiquement. Ouais. Donc, nous répondons... C'est mon côté très jeune. Non, on ne fait pas de prépa pour rentrer dans les écoles publiques d'art appliqué ou de métiers d'art, c'est évident. Il n'y a pas de prépa, même pour nos collègues de la culture, NC, les arts déco. Ça se fait en cours de cursus. NC souvent bien après le bac tout de même, et les arts déco aussi la plupart du temps. Mais je pense qu'ils ont aussi un cursus post-bac. Donc non, ensuite les questions, quelle spécialité je dois garder? Donc une fois de plus, il n'y a pas de plan. C'est les élèves de première qui vous posent ce genre de questions? Oui, mais c'est aussi les terminales qui disent j'ai abandonné cela, est-ce que c'est trop tard pour moi, est-ce que c'est fini, bien évidemment. Et puis quand même sur les métiers, sur les débouchés. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Qu'est-ce que c'est que le design, etc. Comment vous évaluez quand vous lisez les lettres qui vont être le dossier qu'on fait sur Parcoursup, le potentiel d'écoute, le potentiel de créativité, le potentiel également la puissance de travail, enfin toutes ces qualités que vous avez un petit peu dessinées, j'espère que je m'en fais un juste interprète, du bon élève d'Olivier de Serres ou d'une école d'arts appliqués. Alors une fois effectivement qu'on a lu la lettre de motivation, qu'on a regardé le niveau scolaire de l'élève, il y a quand même une autre possibilité pour nous de faire le tri, c'est qu'il y a possibilité de mettre un portfolio sur Parcoursup. Et l'élève a les possibilités de nous montrer effectivement les travaux qu'il a pu réaliser, quel que soit le mode d'expression, que ce soit en vidéo, que ce soit en dessin, que ce soit tout ce que l'on peut imaginer. Donc ça aussi, ça nous aide bien. D'accord. Donc en gros, s'il y avait un message, c'est bosse ton portfolio. Oui, bosse ton portfolio, bosse l'ensemble, bosse bien à l'école. Ouais. Et puis, aie envie surtout de devenir un créateur de demain, réellement. Éric Chenal, je disais que vous aviez dirigé d'autres établissements. Qu'est-ce qui vous a... Ça fait longtemps que vous tournez autour des arts appliqués. Hein. Oui. J'ai vu ça en regardant votre parcours. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce secteur? C'est quoi votre histoire à vous? Alors, moi, mon histoire, on se l'était dit déjà il y a longtemps, mais vous en avez plus de mémoire. Je vous le dis il y a 5 ans, Emmanuel. Ouais. Moi, mon histoire, elle est... moi, je suis fils et petit-fils de chef d'entreprise, donc rien à voir avec l'éducation. Ce qui me plaît dans les arts appliqués, lorsque je les ai découverts en tant que proviseur, c'est qu'en tant que chef d'établissement, c'est aussi une posture qu'on peut s'appliquer à soi-même pour piloter un établissement. C'est-à-dire qu'a priori, l'écoute, la concertation... design. Exactement. Ouais. La concertation, la recherche d'expertise, la mise en musique, et créer ce que l'on peut appeler, moi, ce que j'aime, c'est un principe d'établissement apprenant. C'est-à-dire un établissement qui lui-même regarde un petit peu la façon dont il a d'évoluer, et puis sait se corriger, sait évoluer, sait non pas figer les choses, mais les mettre en évolution permanente. Et bon, ça c'est quelque chose qui m'attire parce qu'a priori, lorsqu'on rentre dans une école de design et métiers d'art, on trouve cette posture chez tous les enseignants. Ils ont ça dans leur ADN. Écouter, comprendre, prendre en compte des contraintes, parce que nous avons des contraintes pour diriger un établissement. Voilà, on n'est pas au pays des faits, bien évidemment. Et tout cela, c'est assez fantastique pour travailler. Quand on proviseur, designer, en somme.
Non, je le mérite sans doute pas, mais en tous les cas, sur la posture... Bon, vous méritez proviseur au moins, ou directeur. Proviseur, oui. En l'espèce de l'ENSAMA, l'École nationale supérieure d'arts appliqués et des métiers d'art, j'espère que je ne me suis pas trompé, Absolument surnommé pas. Olivier de Serres. Vous restez avec nous parce que, puisque vous êtes en manque de contes de fées, on va vous en offrir quelques-uns. Avec plaisir. On pousse la porte. Merci beaucoup Emma. Merci. On pousse la porte de la librairie avec Célie. C'est vendredi, on pousse la porte de la librairie. Et derrière la porte de la librairie, il y a Célie. Célie Luton, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour. Notre libraire et chroniqueuse qui ne recule devant aucun sacrifice puisque nous parlions design. Des ouvrages merveilleusement designés. Voilà. Et comme vous voulez des contes de fées, en veux-tu, en voilà. Et 3 contes de fées. On commence avec Cendrillon de Perrault, illustré par Peggy Neal, mis en scène grâce au talent d'ingénieur papier d'Olivier Charbonnel. C'est sorti chez Grunt en 2022. Je vais faire la démo Eh bien, et vous nous racontez. en voilà une belle nouveauté colorée sous le côté classique du conte de Cendrillon. Nous avons l'univers luxuriant, fleuri, enfin une beauté de Peggy Neal. Elle est fidèle à son dessin et grâce aux découpes d'Olivier Charbonnel, Oui, on a un regardez. conte qui Hop. prend vie. Voilà. On la cherche, Je tourne comme ça, Cendrillon. on montre Regardez, que c'est de la elle est là. 3D. Mais Cendrillon, elle est là, regardez. Elle est au Oui. fond, vous la voyez. Et c'est sublime. Elle est un peu enfermée, quoi. Ouais. C'est un bijou. Bon, c'est un de cette bijou, année. c'est Vraiment, extraordinaire, c'est un de ça. mes préférés. Regardez. Alors vous avez le côté. Le bal. Les références J'imagine. classiques et vous avez des petits sous-entendus du Walt Disney aussi avec par exemple la reprise de la robe bleue, le côté comique quand les sœurs elles essayent différentes robes, différentes toilettes. Ah oui, pour aller on au peut les bal. faire essayer. Oui, Ouais. C'est un peu olé olé d'ailleurs, hein, si je puis me permettre, parce que regardez, si vous faites ça, flûte. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Non, il faut que je lève plus. Moi, je regardez la démo. si vous voulez. Hein, non, mais je vais le faire. Moi, vous allez voir Allons-y. ça. Hop. Et voilà. Oh bah alors, franchement. Mais ce sont des jeunes demoiselles, Oh. voilà. C'est un livre pour adultes. On n'est pas dans Molière, caché ce sein que je ne saurais voir. Bref, formidable Cendrillon chez Grunt. C'est sous le sapin, sans modération, vraiment. Un autre bouquin, mais extraordinaire. Eric, Alors. vous allez adorer. Blanche-Neige et autres contes de Grimm. C'est chez Flammarion. C'est par un collectif. Oui, Monsieur Mina et Madame Lima. C'est un collectif qui est à l'origine de tout l'univers visuel des films Harry Potter. Et suite à leur succès, ils ont créé leur propre studio. Ils sont Je prolifiques. sais même pas par où vous le Ils montrez. ont tellement c'est beau. énormément de titres déjà publiés au Royaume-Uni et dans le monde. Donc là, c'est Blanche-Neige et les Contes de Grimm. C'est un travail de découpe qui est Très fort. très minutieux. C'est un très bel album. Autant le premier album, il est facile à manipuler pour 4-5 ans. Ici, j'attends. Celui-là, quand c'est même pour les plus grands quand même. Oui, oui. Enfin bon, il y a, Alors, encore c'est il y a pas des trucs à le déplier. Mais oui. Un peu dans tous les sens. Extraordinaire. Donc là, c'est plus, Alors là, c'est Réponse, plus Blanche-Neige. c'est Là, c'est Réponse, Réponse. pour Ouais, le c'est bébé. ça, avec ses cheveux. Exactement. Oui, parce qu'il y a des contes qui sont connus, mais après, par exemple, le Vaillant Petit Tailleur, tout le monde ne le connaît pas, donc on peut toujours découvrir des contes classiques. Et dans la même collection, vous avez chez Flammarion Le Magicien d'Oz, Peter Pan, Le Livre de la Jungle, et chez Gallimard Jeunesse, vous avez les 2 premiers tomes d'Harry Potter. C'est Extraordinaire. Oui. Et le troisième conseil, on va à la fois dire toute la passion que vous avez pour Benjamin Lacombe Oui. et vous annoncer Des une bonne années. nouvelle. Exactement. La petite sirène, La Petite Sirène. chez Albin Michel. Lacombe. Nouvelle adaptation, Exactement. dessin de Benjamin Lacombe. Voilà, toujours un texte classique, on est très fidèle au texte. C'est une collection, donc les classiques illustrés Albin Michel, une collection qui est dirigée par Benjamin Lacombe. Il y a déjà Pinocchio, il y a eu La Petite Princesse d'Hodgson Burnett et bien d'autres comme Bambi qui ont été publiés. Le but, c'est de respecter le texte de l'auteur tout en donnant un côté moderne. Et pour les grands, hein, c'est des albums vraiment à partir de 13 ans, Oui. je conseille. Et au-delà. Et on donne un côté moderne grâce à des illustrateurs qui vont donner leur vision subjective, justement très personnelle. Et ça rend justement des ouvrages uniques. Et il y a des lettres à la fin qui sont reproduites de Andersen, un certain Oui. Edvard Collin, où l'on découvre Exactement. Et bien que justement Andersen aurait écrit La Petite Sirène suite à un chagrin d'amour. pour Il a été éconduit pour un garçon. par un jeune homme. Oui. Exactement. Exactement. Et tout un travail a été fait par Benjamin Jean-Baptiste Lacombe et par Jean-Baptiste Courceau, Courceau, oui. le traducteur là-dessus. Exactement. Et ben vous savez quoi? On invite Jean-Baptiste Courceau, il sera ici même Je serai devant la la semaine quotidienne, prochaine. c'est sûr, hein. Dans la quotidienne, c'est un travail passionnant. Célie, merci beaucoup. Avec grand Superbe plaisir. sélection comme d'habitude. Ça vous a plu?
Ah oui, vraiment. Génial. C'est peut-être fait par des anciens ou des anciennes de chez vous, d'ailleurs, hein, ce genre de choses. Ça pourrait. Vraisemblablement. Forcément, vu que c'est très beau. Éric Chenal, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur La Quotidienne. Bon courage avec cette saison des salons de l'orientation, les 13 500 dossiers à lire. Et merci évidemment à toute l'équipe, à Colline Hamel pour le maquillage, et puis en régie à Marine Plantet qui a aussi préparé l'émission et qui était assistée aujourd'hui par Roxane Sarfati, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Romain Luc à la réalisation. Arrêtez, vous êtes chien ou vous êtes chat? C'est bientôt Noël après. Vous êtes chien ou vous êtes chat? Chien. Ah ben, je me suis trompé. Allez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et dans les meilleures animaleries. Au revoir.